T'as déjà entendu mon nom quelque part ? Sans doute, sans doute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'actualité chaude, mais pas seulement. C'est bien de courir derrière les infos, mais on va pas répéter des titres. Parce que ce qui est intéressant, c'est comment on nous a raconté ces actualités. Et quand on met bout à bout plusieurs infos, parfois très différentes, on commence à voir apparaître autre chose. On va parler de géopolitique, de médias, de politique française, mais surtout d'un truc simple. Le décalage entre discours et réalité. Salut la société, bienvenue dans Retour d'écran. Aujourd'hui, on va parler des actualités de février-mars 2026. Trump et les ingérences étrangères. Après le Venezuela, Trump s'en est pris à l'Iran. Sauf que là, il y a une réponse. Alors, avec Israël, il a fait une alliance, chacun pour leurs propres intérêts. Israël en profite pour légitimer sa colonisation du Liban, tandis que Trump en profite pour continuer sa quête du pétrole. Officiellement, il cherche à protéger la population. Le même type de discours est déjà utilisé dans le cas du Venezuela. Le Venezuela possède à lui seul 17% des réserves mondiales, tandis que l'Iran possède 10%. L'Iran contrôle en partie le détroit d'Ormuz. C'est un détroit par lequel passe beaucoup de pétroliers. De ce que je vois, 20% du pétrole mondial qui y passe. Du coup, ça intensifie le conflit et les conséquences, elles sont immédiates. Perturbation du trafic, tension sur l'approvisionnement et évidemment flambée des prix. Je pense qu'on l'a vu en France, mais on le voit un peu partout. Aux États-Unis, on est passé à $117 le baril. Dans ce contexte, les discours officiels devient difficile à dissocier des intérêts économiques. D'autant plus que Donald Trump lui-même a évoqué à plusieurs reprises l'idée de prendre le pétrole iranien. Il y a un truc qui renforce cette lecture. Le Venezuela, pendant des années, a subi un blocus de par les États-Unis, qui fait qu'ils ont eu une difficulté de s'approvisionner en médicaments, qu'ils ont une difficulté à s'approvisionner en énergie. Et ce même blocage est actuellement en train d'être fait à Cuba. Et Cuba qui aujourd'hui se retrouve avec des hôpitaux sans énergie, parfois sans médicaments, et donc c'est la population qui trinque. Lui qui dit défendre la population, en fait il s'en prend à elle. Derrière, ces mêmes sanctions ont été levées pour permettre une augmentation de la production vénézuélienne et stabiliser les prix quand on a commencé à voir justement que l'Iran se défendait. Et donc les États-Unis n'ont pas pu avoir la main prise sur le pétrole directement. Bah non, pas vraiment du communisme, là vachement plus du capitalisme. Et pendant ce temps-là, le prix du pétrole y grimpe et il y en a certains qui s'enrichissent. Enfin, il est important de replacer les puissances européennes dans ce tableau. La France, comme d'autres pays occidentaux, adapte officiellement une posture diplomatique et prudente. Lorsqu'Emmanuel Macron évoquait la possibilité de faire de grandes choses en Iran, cela s'inscrivait dans une logique de positionnement à long terme. Il ne s'agit pas nécessairement de planification militaire, mais d'une preuve supplémentaire que ces enjeux sont anticipés et travaillés en amont. Quand on avait vu ce message-là, on se disait un peu la douille, parce que we can do great things on Iran. T'as vraiment cet aspect de bas les couilles. Le gars a clairement représenté encore une fois que la France n'a pas quitté son colonialisme, que la France n'a pas quitté son désir de manipuler d'autres pays, c'est des ingérences étrangères. Derrière les discours sur la démocratie et la sécurité, il semble de plus en plus difficile d'ignorer le rôle des intérêts économiques. Ce n'est peut-être pas officiellement une guerre pour le pétrole, mais le pétrole, lui, est toujours au centre de la guerre. Dictature du prolétariat, ça sera à revoir aussi. Ça pose aussi une question sur la responsabilité des gouvernements dans la protection de leurs citoyens. Et je ne vais pas parler de la communication à Dubaï qui est catastrophique, qui interdisait justement qu'on dise du mal, alors qu'il y avait vraiment des problèmes. Derrière, on a eu aussi cette news-là. Le gouvernement américain ne veut plus parler de l'affaire Epstein. Et quand on regarde pourquoi, on comprend vite. Depuis plusieurs années, le nom de Donald Trump apparaît dans différents éléments liés à l'affaire Jeffrey Epstein, financier américain accusé d'avoir organisé un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. Dans des documents judiciaires rendus publics ces dernières années, le nom de Trump est mentionné parmi d'autres personnalités politique, économique et médiatique. Cela constitue pas en soi une preuve de culpabilité, mais cela pose une question centrale. Pourquoi autant de figures de pouvoir apparaissent-elles dans ce type d'affaires ? Et pourquoi certaines semblent-elles davantage protégées que d'autres dans le traitement médiatique et politique ? Dans ce contexte, des réactions émergent dans l'opinion publique, y compris chez certains électeurs eux-mêmes. Ça, c'est déjà la preuve qui a permis de faire retourner beaucoup de MAGA, le fait de dire, en fait, on sait. The Attorney General testified, quote, "There is no evidence that Donald Trump has committed a crime," unquote. This is a lie. There is credible evidence that Donald Trump committed a crime. And that, of course, excludes the nearly 3 million pages that the DOJ is refusing to turn over. Donald Trump is mentioned thousands of times in the Epstein files. There are multiple allegations that he sexually assaulted young girls. En France, on refuse d'ouvrir une commission d'enquête sur le sujet. Quand on voit toutes ces infos, comment ne pas devenir complotiste ? Cette situation met en lumière la capacité des gens qui sont déjà au pouvoir à contrôler ou alors à limiter l'information. Avec tout ça, des groupuscules anciennement appartenant à MAGA ont décidé d'envoyer un message au monde. Mais c'est pas au sujet de Donald Trump seul, c'est pour avertir sur toute l'extrême droite. Hello friends, this is Rich Logis, the founder of Leaving MAGA, and I want to just forewarn you that the far right here in the United States is not here to help and support and make America a better place.
And I believe that the far right in France does not seek to make France a better place, but to seize power for themselves and enrich themselves through their positions. Malgré du coup le fait que le gouvernement américain essaye de faire taire l'affaire Epstein, ici on a quand même de nombreux Américains qui viennent dire attention à l'extrême droite. Donc des gens qui étaient MAGA qui ont fini par quitter ce mouvement. Ce que cette situation révèle, au-delà du cas Trump, c'est une tension entre discours et réalité. D'un côté, une rhétorique politique fondée sur l'ordre, la protection des enfants, la défense des valeurs. De l'autre, des zones d'ombre, de silence et de gestion politique de l'information. Et là, on va revenir un peu en France, parce que des affaires compliquées, on en a eu pas mal. Donc l'affaire autour de la mort de Quentin de Ranc, ou du moins la manière dont elle est présentée dans certains récits médiatiques et politiques, révèle un mécanisme récurrent dans le traitement de l'information, la construction d'une figure, souvent simplifiée, avant même que l'ensemble des faits ne soit établi. Certains discours ont pu présenter la personne comme une victime, voire comme un symbole. Ce type de narration, c'est pas nouveau. Dans des contextes tendus, les médias, les responsables politiques ont tendance à produire des récits rapides qui peuvent parfois précéder une analyse rigoureuse des faits. Et ça, on a pu le voir notamment quand on a des collectifs Némésis qui assument ouvertement que c'était leurs copains, que t'as plein de gens qui ont commencé à dire oui, mais regardez, juste parce qu'ils pensaient comme nous, vous avez des idées nazies ? C'est bien de l'assumer maintenant au RN, mais on pense pas que vous étiez si ouvert en 2026. Ce qui pose problème ici, c'est pas seulement l'erreur éventuelle, mais ce qu'elle révèle lorsqu'un individu est présenté comme une victime innocente sans que ses affirmations, ses engagements ou son environnement social soient clairement établis. Cela participe à une forme de simplification du réel. Et lorsque par la suite des événements viennent nuancer ou contredire cette première version, notamment des liens possibles avec des milieux d'extrême droite ou des groupuscules, la correction médiatique est souvent beaucoup moins visible que la première narration. En gros, ce qui s'est notamment passé, c'est que tout le monde a commencé à dire mais regardez, ce pauvre garçon est mort pour ses idées. Sauf que ce qui s'est vraiment passé, c'est que Quentin de Ranc est venu avec un groupe pour se mettre sur la gueule avec la jeune garde. Ses potes, à la fin de cette baston où ils ont vu leurs potes se prendre des coups de pied dans la tête, ont préféré se dire on va pas aller à l'hôpital sinon on va se faire choper par les flics, parce que quand même ce qu'on a fait c'est pas très légal. C'est-à-dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient à la base. Alors ça ne justifie pas une mort, en rien du tout. Par contre, ça ne met pas la faute sur d'autres et ça ne le met pas en tant que héros national. D'un côté, on a des groupuscules militants qui peuvent chercher à instrumentaliser un événement pour renforcer leur visibilité ou leur discours. De l'autre, des responsables politiques peuvent s'emparer de ces faits pour produire des réactions symboliques fortes qui, là encore, interviennent parfois avant une clarification complète du contexte. La question de la banalisation est centrale. Lorsque des individus ou des groupes liés à des idéologies radicales sont présentés sans mise en contexte clair ou lorsque leurs engagements ne sont pas immédiatement interrogés, cela peut contribuer à normaliser ces courants dans l'espace public. C'est pas nécessairement une volonté consciente. En isolant un événement de son contexte idéologique, on le rend plus acceptable au détriment de la compréhension globale. Et ça c'est vu. On a retrouvé ses tweets, on a retrouvé ses comptes. Il y a une tentative de dire oui, mais quelle est la preuve que ce sont ces comptes, quelle est la preuve que ce sont ces tweets. Ce qui a été fait, c'est qu'on a rendu ces idées-là légitime. Et même après ces révélations-là, il y a plein de gens qui ont continué à les développer. Même aujourd'hui encore, il y a des gens qui présentent Quentin de Ranc comme une simple victime. Le cas de Lyon est souvent évoqué dans ces discussions, non pas comme une exception, mais comme un territoire où les tensions entre différents groupes militants sont historiquement documentées. Cela montre que ces événements ne surgissent pas de nulle part. Ne pas intégrer ces éléments dans le traitement médiatique, c'est passer à côté d'une partie essentielle du conflit. Enfin, la réaction politique mérite elle aussi d'être interrogée. Une minute de silence par exemple, c'est un acte fort qui donne une valeur nationale à un événement lorsqu'elle est décidée dans un contexte encore flou. Elle peut être perçue comme une prise de position implicite, et si par la suite des éléments viennent complexifier ou contredire la version initiale, cela peut renforcer l'idée d'une instrumentalisation ou d'une récupération politique. Et là, c'était clairement l'objectif. L'objectif, c'était de dire, regardez, l'extrême gauche tue, faut pas être avec eux. Ça, c'était l'approche des municipales. Évidemment qu'il y a une tentative de décrédibiliser, évidemment qu'ils ont voulu faire perdre des voix à l'AFI. Derrière, les médias ont défendu une version qui a été débunkée, mais du coup, ce qui est vraiment ressorti, après la fake news de Marion Maréchal, c'est que depuis 1986 en France, il y a eu 53 morts de violences liées à une idéologie politique. Il y en a 5 qui sont liées à l'extrême gauche, 48 sont liés à l'extrême droite. On peut voir qu'il y a réellement un deux poids deux mesures sur le sujet. L'affaire Quentin de Ranc, c'était notamment pour faire perdre au municipal l'AFI. C'est pour ça que ça a été autant instrumentalisé que là on n'en parle plus, mais parce que les municipales sont passées. Les dernières élections municipales mettent en lumière une contradiction de plus en plus visible dans le paysage politique français, notamment du côté de l'extrême droite. Officiellement, le Rassemblement national affirme vouloir se dédiaboliser. Dans ce cadre, le parti affirme régulièrement prendre ses distances avec des profils trop radicaux ou associés à des discours extrêmes. Mais dans les faits, la réalité est bien plus trouble. Ce décalage entre discours et réalité pose une question centrale. Est-ce que cette stratégie de normalisation est sincère ou simplement une façade électorale ? Car dans le même temps où le RN affirme vouloir exclure et même dégager ceux qu'ils appellent les brebis galeuses, il propose ces profils
dans certaines municipalités. Alors ça traduit deux choses, soit une incapacité du parti à contrôler sa base, soit une tolérance implicite envers ses figures, tant qu'elles permettent de gagner aux élections. Et la gestion de la communication politique, le soir des résultats, renforce cette impression de malaise. Le refus de répondre aux journalistes, l'absence ou la faible présence lors des conférences de presse et plus largement une forme de fuite face aux questions, traduit une difficulté à assumer publiquement certaines victoires. On peut voir qu'ici, il y a une caméra, une journaliste, personne à la conférence de presse à la suite des municipales. Cette vidéo est d'autant plus flagrante, quoi. On est à la télé, il n'y a personne. À part, là, on voit la jambe de la meuf, mais il n'y a personne. Dans un moment où un parti est censé capitaliser sur ses résultats, le fait d'éviter les médias peut être interprété surtout comme une volonté d'éviter ce sujet sensible. Et lorsque les journalistes eux-mêmes désertent certaines conférences, ça traduit une perte de crédibilité ou d'intérêt pour une communication peu transparente. Et derrière, ces mêmes élus présentent les vraies valeurs du RN. Ceux qui disent « nos SDF d'abord », ils font des arrêtés interdisant aux gens de mendier. Donc nos SDF d'abord dans les programmes, nos SDF dehors dans la vraie vie. En parallèle, ces élections montrent également une autre dynamique importante, la progression de la France insoumise dans plusieurs territoires. Cette percée traduit l'existence d'un électorat qui ne se reconnaît plus dans les formes traditionnelles de la gauche, le gouvernement, et qui cherche une alternative plus radicale. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux phénomènes, ils ne sont pas opposés, ils sont même liés. Ils traduisent tous les deux une même crise, celle de la représentation politique. Une partie de la population ne se reconnaît plus dans les discours modérés et se tourne vers des offres politiques plus tranchées qui promettent une rupture avec le système existant. C'est pas seulement des élections locales, car derrière les résultats bruts, il y a une bataille de récits. D'un côté, un parti d'extrême droite qui cherche à apparaître fréquentable, de l'autre, une gauche qui tente de se reconstruire en assumant une ligne de rupture. Et au milieu, des électeurs qui naviguent entre rejet du système et recherche des alternatives. En fait, on a un peu cette habitude de se dire que quand les choses ne changent pas, c'est bien. Parce que du coup, c'est pas pire, c'est pas mieux, juste ça change pas. Et là, on remarque qu'il y a une tendance dans le pays qui est de se dire, en fait, je veux pas simplement que ça change, je veux que ce soit brutal. Et là, on a du coup ce qu'on appelle des partis de rupture, avec des programmes totalement différents et avec des idéologies opposées, qui commencent à faire tendance. Alors derrière, après ces municipales, on peut parler d'une municipale en particulier, la défaite de Rachida Dati à la mairie de Paris, qui dépasse largement le simple résultat électoral. Ça dit quelque chose sur l'état actuel de la droite française, mais surtout le parti des Républicains. Pendant la campagne, Dati a tenté d'incarner une candidate proche du terrain, multipliant les séquences destinées à montrer une forme de proximité avec le peuple. Mais cette stratégie s'est accompagnée de moments controversés, notamment lorsqu'elle a ciblé certaines populations précaires dans des discours axés sur l'ordre et la gestion de l'espace public. Je pense que vous avez pu voir les vidéos un peu folles de la meuf qui fait RP avec les éboueurs, où elle nous a sorti quoi aussi ? Ah oui, quand elle est partie sans prendre au SDF directement. Après voilà, ça devient un schéma classique avec la droite. Ce qui a marqué encore plus, c'est la stratégie d'alliance et de positionnement. Sans forcément parler d'alliance formelle généralisée, on observe une absence de délimitation croissante dans les discours, les thématiques et les stratégies électorales de la droite et de l'extrême droite. Le fait de durcir le ton, de reprendre certains codes associés à l'extrême droite, ça traduit une forme de glissement idéologique et la campagne parisienne de Dati s'inscrit clairement dans cette dynamique. Longtemps, parti de gouvernement structurant, capable d'alterner avec la gauche au pouvoir, les Républicains peinent aujourd'hui à exister politiquement. Comme disait quelqu'un lorsque j'avais interviewé un gars lors d'une manif, il disait qui aujourd'hui vote les Républicains ? Les Républicains les plus à droite sont allés avec le RN, les Républicains les plus au centre sont allés vers Macron. Au final, en fait, ils représentent qui ces gens-là ? Et Retailleau a permis un peu de redorer leur blason, mais simplement parce qu'il a commencé à prendre le discours d'extrême droite. Enfin, redorer leur blason, regagner des électeurs. Ils oscillent entre deux stratégies, se recentrer pour apparaître comme une force de gestion responsable ou se radicaliser pour récupérer un électorat parti vers le Rassemblement national. Le problème, c'est que cette hésitation produit des campagnes parfois incohérentes où le discours varie sans ligne claire. La défaite à Paris est donc aussi le résultat de cette ambiguïté, d'autant plus lorsque l'image construite pendant la campagne entre en contradiction avec la perception que certains habitants ont déjà de la gestion passée, notamment dans les arrondissements où Dati a exercé des responsabilités. Et beaucoup ont ressorti le fait qu'elle n'était pas très présente, que ce qu'elle a fait c'était un peu anodin, que en fait elle servait à rien. En politique locale, l'expérience concrète des habitants pèse souvent plus que les effets de communication. Au fond, cette élection confirme une chose. Dans un paysage politique de plus en plus polarisé, les tentatives de positionnement ambigu deviennent risquées. Les électeurs ne se contentent plus de posture, ils cherchent de la cohérence. Et lorsqu'elle manque de cohérence, la sanction peut être immédiate. Et là, elle était pas mal violente. Parce qu'entre son alliance avec Sarah Knafo, ça posait vraiment aussi la question de, aujourd'hui, les Républicains, et du coup jusqu'à Reconquête, où y a-t-il une limite ? Est-ce qu'on n'est pas déjà sur une union des droites quelque part ? Alors évidemment, ils vont se foutre sur la gueule pour les présidentielles, mais au deuxième tour, comment ça va se passer ? Ce titre-là, je l'ai appelé les nouveaux extrêmes. La manière dont les termes extrême gauche et extrême droite sont utilisés aujourd'hui en politique française s'en dit long sur l'évolution du débat public. La France insoumise est régulièrement qualifiée d'extrême gauche par ses opposants, notamment sur la base de ses positions de rupture avec les politiques économiques actuelles, ses critiques du capitalisme ou encore son positionnement sur les institutions.
Pourtant, le parti se définit lui-même comme une force de gauche radicale, c'est-à-dire une gauche qui veut transformer en profondeur le système. A l'inverse, l'UDR, historiquement classé à droite, ont vu une partie de leur discours évoluer ces dernières années, notamment sur les questions d'immigration, de sécurité ou d'identité. Cette évolution les rapproche parfois de thématiques portées de longue date par le Rassemblement national. À partir de quand un repositionnement politique devient-il un basculement idéologique ? Ce qui est intéressant, c'est que ces étiquettes sont souvent utilisées comme outils politiques plutôt que comme des objets de description précise. Qualifier un adversaire d'extrême permet de disqualifier moralement ou de le placer en dehors du champ acceptable du débat. Mais dans le même temps, les lignes bougent. Des idées autrefois considérées comme marginales deviennent centrales. Fenêtre d'Overton, je pense qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux, notamment sur la sécurité ou l'immigration, tandis que certains positionnements économiques ou sociaux sont perçus comme radicales alors qu'elles existent dans d'autres démocraties. Le 27 février, le Conseil d'État a tranché et LFI et l'UDR sont devenus des extrêmes. Mais qui décide de ce qui est extrême et dans quel but ? D'abord, c'est Laurent Nunez, qui est toujours le ministre de l'Intérieur, qui les a qualifiés d'extrêmes pour LFI. Et donc le Conseil d'État s'est dit « Ah, faut que je fasse un truc ». Je pense que du coup, classer l'UDR à l'extrême droite, ça a été un peu une occasion en même temps. Ce qui m'étonne, c'est que les Républicains n'aient pas suivi l'UDR, alors que ils ont un rapprochement idéologique évident. Retailleau partage le même discours sur l'immigration que Marine Le Pen. Ne pas le classer à l'extrême droite, c'est un peu lui faire un traitement de faveur. L'affaire autour de Bali Bakayoko s'inscrit dans une séquence révélatrice du climat médiatique et politique actuel. Le maire de Saint-Denis a été visé par des propos jugés racistes sur la chaîne CNews, ce qui a construit l'ouverture d'une enquête pour injure à caractère raciste. Au-delà de la polémique, ce qui est intéressant, c'est la réponse politique et populaire qui s'est organisée. Bali Bakayoko a pris la parole publiquement lors d'un rassemblement où plusieurs personnes se sont déplacées pour dénoncer ces attaques. Cette mobilisation, elle montre qu'une partie de la population refuse désormais de laisser passer ce type de discours sans réaction. Dans son intervention, Bakayoko ne s'est pas contenté de dénoncer les propos racistes. Le problème ne viendrait pas uniquement de l'extrême droite ou de certains médias, mais aussi d'un déplacement global du centre politique vers les positions plus dures, rendant ces propos plus acceptables dans l'espace public. Plutôt que de voir le racisme médiatique comme une dérive isolée, il se replace dans un écosystème politique plus large. Ce qui était autrefois considéré comme inacceptable devient discutable, puis banal. Et les médias jouent un rôle clé dans ce processus en donnant de la visibilité à certains discours. Mais le discours de Bakayoko ne s'arrête pas à la critique, il propose aussi une lecture politique de la mobilisation. Pour lui, les personnes présentes à ce rassemblement font pas seulement un acte de soutien ponctuel, elles participent à quelque chose de plus large, qu'il décrit comme un premier pas vers une gauche de rupture antiraciste. Il y a eu comme une prise de parole sur ce sujet. Il y a eu une belle prise de parole. Il y a le fait de dire que il y a eu des réactions tardives, notamment du gouvernement, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été dit. Et du coup, si on revient sur les propos exacts qui ont été tenus, c'est une comparaison du maire de Saint-Denis avec un grand singe, et qui a été présenté comme un chef de tribu. Enfin, au bout d'un moment, genre CNews est une chaîne raciste, depuis longtemps on le sait, et on a trop longtemps banalisé ces discours-là. Le racisme est devenu une norme en France. Et le refus de dire que le racisme est systémique quand on voit le traitement dans les médias, quand on voit le traitement de certains politiques qui ont pris trop de temps à réagir à ce genre de choses, on en est à là aujourd'hui. La France, les médias ont une responsabilité sur ce sujet. Némésis d'intérêt général. Le collectif Némésis, connu pour ses actions militantes, notamment sur les questions d'immigration et d'identité, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un débat qui dépasse largement ses actions de terrain, celui de son financement. Après la fin de live, je me suis rendu compte que la fin de live avait bugué et ça c'était encore après le tournage et carrément j'ai commencé le montage. C'est grave, la vidéo elle va sortir avec un jour de retard, mais vous avez l'habitude. Si ces dons sont défiscalisés, ça veut dire que c'est comme si l'État prenait en charge une partie de ces dons et donc que une partie de leur propagande politique, parce que Némésis c'est de la propagande politique, c'est pas un mouvement féministe, elle va être payée par l'État en fait. Et franchement, j'ai un peu la flemme que le fascisme soit financé par mon gouvernement. Surtout pour des propos qui sont débiles, abjects, et enfin la désinformation et la manipulation qu'il y a derrière ce groupe, c'est une folie. Surtout quand tu sais qu'ils sont proches de groupes néo-nazis, ça veut dire que le gouvernement finance des groupes néo-nazis. On parlait de l'affaire Quentin Doranc au début de la vidéo, mais s'il est mort, c'est aussi parce que Némésis a impliqué ce garçon dans un guet-apens qu'elles ont prévu, qu'elles ont planifié, c'est de leur faute. Mais du coup, ça pose des questions sur qu'est-ce qui est financé, comment c'est financé et comment c'est vérifié. Parce que des appels à projets... Enfin, là, on parle seulement de défiscalisation des dons, mais que ce soit des associations qui gagnent des thunes et qui sont pas forcément, justement, neutres, ça pose des questions. Alors, c'est le 17 mars 2026, et du coup, lors d'une perquisition, il y a une vingtaine de policiers qui sont ramenés dans l'appart et qui ont explosé la gueule d'un mec. Voilà, ils l'ont tasé, ils lui ont explosé la tronche. Et vous savez quoi ? Aucun retour derrière, pas de rapport, rien, juste c'est arrivé.
pas grave. Et ce type d'affaire, c'est pas isolé, hein. Très souvent, on va dire que c'est des bavures, que c'est un cas isolé, que c'est faux, ça arrive tout le temps, très souvent. Et encore, on sait que ça arrive très souvent parce que c'est déclaré, mais il y a plein de violences policières qui sont jamais dites, parce que les gens les subissent et ils savent pas vers qui se tourner. En même temps, comment avoir confiance en nos institutions si ceux qui sont censés nous protéger nous agressent? Et la grosse différence, c'est entre l'événement qui est arrivé et comment il est traité médiatiquement aussi. Parce que du coup, les médias plus axés à gauche vont en parler, mais les médias de droite, silence. Même France Info n'en a pas parlé, sauf que, enfin, on parle quand même d'un gamin schizophrène qui s'est pris des coups dans la gueule parce qu'il était arabe. Et du coup voilà, ça s'est passé à Ivry et ça pose plusieurs questions. Déjà, est-ce que les forces de l'ordre sont capables d'agir face à des personnes en situation de handicap, de 1, et de 2, est-ce que les forces de l'ordre défendent vraiment les populations ou défendent plutôt les intérêts de l'État? Moi je vais toujours être dans la défense de dire que les forces de l'ordre servent l'État parce que justement on parle d'ordre et l'ordre est établi par l'État et on a plus besoin de forces de la paix que de forces de l'ordre. Donc quand on a Bali Bagayoko qui retire les LBD aux flics, on a déjà les premiers pas vers le fait de désescalader la violence et de créer une forme de discussion parce que c'est ça qu'il faut préconiser, la discussion, pas la violence. Ah oui, et si les médias, les politiques refusent d'en parler, ça pose aussi une question essentielle, parce que ça veut dire qu'ils refusent de voir des problèmes majeurs qui touchent les populations. Hein, parce que dire, regardez ces gens qui fraudent le RSA, et du coup pour avoir plus de thunes sur leur salaire, ils sont là. Par contre, pour s'occuper vraiment des gens qui se font cogner, qui se font frapper, alors qu'il y a un problème avec la police, hein, qui est une institution, bah là, il n'y a plus personne.